Dans le chapitre précédent, nous avons commencé à parler du Document Object Model HTML, c'est-à-dire le DOM HTML, et avons vu sa structure. Alors en effet, l'une des grandes forces du JavaScript est de nous permettre de manipuler des éléments HTML en se servant du DOM et de ses méthodes et propriétés. Cependant, donc pour manipuler un élément, il va tout d'abord falloir y accéder. Et nous allons donc voir maintenant différents moyens d'accéder aux éléments HTML. Donc pour accéder aux éléments de notre page HTML, nous allons toujours devoir passer par l'objet document et non pas par l'objet element comme on pourrait le penser a priori. Donc nous allons voir différentes méthodes de cet objet document qui constituent autant de façons différentes d'accéder à un ou plusieurs éléments HTML. Et donc nous allons voir les méthodes getElementById, getElementByTagName, getElementsByClassName, querySelector et querySelectorAll. Donc on va déjà commencer par la méthode getElementById. Donc cette méthode est une méthode de l'objet document comme je vous l'ai dit précédemment et elle va nous permettre de cibler un élément HTML possédant un attribut ID en particulier. Et c'est donc certainement la méthode la plus utilisée aujourd'hui. Donc si l'élément est trouvé, la méthode getElementById va renvoyer l'élément en tant qu'objet, et si aucun élément n'est trouvé, la méthode renverra la valeur nulle. Donc cette méthode va prendre comme unique argument la valeur de l'ID de l'élément ciblé bien entendu, et on va immédiatement illustrer son fonctionnement à travers un exemple. Donc pour cela, je vous invite à récupérer votre éditeur de texte ici. Donc on va conserver notre page HTML de la leçon précédente, et on va tout simplement rajouter un ID à notre titre H1 ici. Donc par exemple, on peut lui donner l'ID gros titre comme ceci, tout simplement, et ensuite donc en JavaScript cette fois-ci, donc à l'intérieur d'un élément script ici, on va créer une variable qu'on va appeler par exemple titre, dans laquelle on va stocker le résultat renvoyé par la méthode getElementById évidemment. Donc comme je vous l'ai dit, on va appliquer la méthode getElementById à l'objet document, donc il faut écrire document.getElementById tout simplement. Donc ici, faites bien attention à bien écrire cette méthode, car je vous rappelle que les méthodes sont sensibles à la casse en JavaScript, donc on n'oublie pas de mettre une majuscule à chaque début de mot, sauf pour le premier mot, donc sauf pour get. Et on précise en argument, donc, l'ID de l'élément que l'on souhaite cibler, c'est-à-dire dans notre cas, ça va être l'ID gros titre, comme ceci, un point virgule, et ensuite, donc, on va alerter le résultat, c'est-à-dire on va alerter le contenu de notre variable titre, donc alerte titre afin de bien voir le résultat produit. Donc on enregistre et on affiche immédiatement. Et donc ici vous voyez que la méthode getElementById nous renvoie les informations suivantes, à savoir donc que l'élément HTML qui porte l'ID gros titre est un élément de type heading, c'est-à-dire un élément de type H. Donc ici on voit bien qu'il y a écrit object HTML heading element, donc élément de type heading. Et donc cette information est tout à fait exacte, c'est déjà un excellent début car pour l'instant je vous rappelle qu'on se contente simplement d'accéder aux éléments, on ne les modifie pas encore. Donc ensuite, méthode suivante qui nous permet d'accéder aux éléments HTML, la méthode getElements, cette fois-ci avec un S, by TagName. Donc cette méthode va redonner les informations relatives à tous les éléments HTML d'un même genre entre guillemets, c'est-à-dire tous les éléments P par exemple, dans un tableau. Alors cette méthode va prendre le nom du type d'élément à récupérer en argument. Et l'intérêt de cette méthode est qu'on va ensuite pouvoir récupérer un élément en question en utilisant un indice du tableau créé, donc comme on l'avait déjà fait dans les leçons précédentes. Donc on va illustrer à nouveau le comportement de cette méthode. Donc cette fois-ci on n'utilise plus getElementsById, mais on utilise bien évidemment getElementsByTagName, donc toujours une méthode qui est toujours une méthode de l'objet document. Donc getElements cette fois-ci avec un S une nouvelle fois, donc byTagName. Et par exemple, donc on peut récupérer tous les éléments P de notre page si on le souhaite. Donc ici, on va rajouter un deuxième paragraphe en dessous. Donc on va écrire un deuxième paragraphe, tout simplement. Et ensuite, donc on va alerte. Par exemple, on peut alerte notre page contient deux points. Alors là, on va changer le nom de notre variable. On va plus l'appeler titre, on va l'appeler par exemple tableau. Donc contient, alors je vous rappelle donc on peut utiliser sur les tableaux la propriété length pour savoir le nombre d'éléments que contient notre tableau. Donc tableau, B-L-E-A-U, .length, comme ceci, plus, donc ici il faut un plus également, et donc on va écrire paragraphe, comme cela, donc tout simplement, on enregistre et on affiche à nouveau.
Et donc ici, vous voyez qu'on a bien écrit notre page contient 2 paragraphes, tout simplement car la méthode getElementByTagName va trouver 2 éléments P et donc va créer un tableau avec 2 éléments à l'intérieur. Donc encore une fois, pour le moment, on se contente d'accéder aux éléments HTML simplement, et nous verrons comment modifier le contenu d'un élément HTML dans la partie suivante. Donc méthode suivante, la méthode getElementsByClassName cette fois-ci. Donc cette méthode va nous permettre d'accéder aux éléments HTML disposant d'un attribut classe en particulier. Alors cette méthode est à nouveau une méthode de l'objet document, bien évidemment, et elle va prendre la valeur d'un attribut classe en argument. Donc elle va s'utiliser de manière similaire à la méthode getElementByTagName, et donc va renvoyer également un tableau. Donc on va immédiatement tester cette nouvelle méthode. Donc ici on change simplement donc tagName par className ici, et donc en argument on va préciser une classe. Donc moi je vais rajouter une classe à mon deuxième paragraphe ici, donc je vais donner la classe para par exemple, et ici on va préciser para également, donc pour cibler en particulier donc tous nos paragraphes qui possèdent la classe para, ou tous nos éléments qui possèdent la classe para. Et donc ensuite, donc c'est encore une nouvelle fois bien sûr un tableau qui est créé, et on va donc aller à notre page contient donc tableau.length, ça c'est parfait, et ensuite portant donc la classe para comme ceci. Donc on enregistre et on affiche. Alors bien évidemment pour le moment on se contente de faire des choses simples, c'est-à-dire pour le moment on se contente tout simplement de retourner le nombre d'éléments qui sont stockés dans un tableau, etc., etc. Mais nous allons voir dans les leçons suivantes donc comment utiliser ces méthodes de façon plus judicieuse, bien évidemment. Pour le moment, je me contente de faire des exemples d'application très simples afin que vous ayez les bases et que vous compreniez déjà comment fonctionnent ces premières méthodes. Et donc ici, on a bien notre page contient un paragraphe portant la classe para. Donc ça fonctionne parfaitement bien. Donc méthode suivante, donc maintenant les deux dernières méthodes que je vais vous présenter, les méthodes querySelector et querySelectorAll. Donc ces méthodes vont nous permettre d'accéder à des éléments HTML correspondant à un certain sélecteur CSS, donc que ce soit un ID, une classe, un type d'élément, un attribut ou autre. Ces deux méthodes vont donc prendre un sélecteur CSS en argument, et on peut évidemment préciser une suite de sélecteurs pour cibler plus précisément un élément. Donc querySelector va renvoyer des informations relatives au premier élément trouvé correspondant au sélecteur CSS sélectionné, tandis que querySelectorAll va renvoyer des informations sur tous les éléments qui vont correspondre donc au sélecteur CSS sélectionné. Une nouvelle fois, donc un tableau va être créé lorsqu'on utilise querySelectorAll. Donc on va tester encore une fois donc, ces deux méthodes. Donc pour cela, je vais rajouter une classe moi, à ce premier paragraphe ici, donc je vais lui donner la classe para également, comme ceci. Et donc ensuite, on va supprimer tout cela. Donc ces deux méthodes sont encore une fois des méthodes de l'objet document. Donc on va commencer déjà avec une première variable qu'on va appeler lien, dans laquelle on va stocker donc document.querySelector comme ceci. Et donc on va vouloir cibler le premier lien donc, qui va se trouver dans un paragraphe, donc avec le sélecteur pardon, CSS PA tout simplement, donc sélecteur CSS qu'on connaît normalement. Donc ici on cible le premier lien qui apparaît dans un paragraphe. Et ensuite donc on va vouloir également accéder à tous les paragraphes qui portent la classe para. Donc pour cela on va créer une deuxième variable qu'on va appeler P, et on va utiliser la méthode querySelectorAll cette fois-ci. Donc SelectorAll comme ceci. Et donc on va préciser la classe para. Donc rappelez-vous qu'ici on utilise donc des sélecteurs CSS, donc il faut bien le point, donc pour préciser qu'on souhaite cibler tous les éléments qui portent la classe para. Et on affiche finalement les résultats obtenus. Donc par exemple on peut mettre information dans lien de points, donc plus notre variable lien, le contenu de notre variable lien, plus donc information cette fois-ci dans donc P, on va dire le premier élément de P ici, donc P0, donc plus P0 car je vous rappelle encore une fois donc c'est un tableau qui est créé, et plus donc cette fois-ci dans P1 2 points plus P donc 1 comme ceci.
un point virgule, on enregistre et on affiche. Donc ici vous voyez donc bien qu'on utilise Query Selector pour accéder au premier lien rencontré contenu dans un paragraphe, donc en utilisant encore une nouvelle fois le sélecteur CSS PA, et les informations retournées correspondent à la valeur de l'attribut href de l'élément A, donc la valeur de l'attribut href qui se trouve ici. Et ensuite, donc on utilise Query Selector All pour accéder à tous les paragraphes disposant d'un attribut classe para, grâce au sélecteur CSS, donc .para bien évidemment. Et on voit ici donc qu'on a que les informations envoyées donc, par cette méthode sont ici donc un élément HTML de type paragraphe et un élément HTML de type paragraphe, ce qui est une nouvelle fois tout à fait correct. Donc jusqu'à présent, nous avons pu accéder à des éléments HTML et retourner des informations liées aux objets créés par le DOM à partir de ces éléments. Donc cela va être très utile dans de nombreuses situations, mais cependant, on va également pouvoir accéder au contenu des éléments HTML, c'est-à-dire à ce qui se situe entre les deux balises ouvrantes et fermantes d'un élément. Donc la manière la plus simple de procéder est d'utiliser la propriété, cette fois-ci innerHTML, sur le résultat envoyé par nos méthodes. Donc cette propriété va retourner tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un élément HTML. Donc on va voir immédiatement quelques exemples qui utilisent cette propriété. Donc ici on récupère donc notre éditeur de texte et par exemple donc on peut utiliser la méthode getElementById. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux opérations en une par titre, donc 2 points. Donc on va appliquer getElementById à notre objet document bien évidemment. Donc getElementById comme ceci. Donc par exemple l'ID gros titre. Donc ici on récupère des informations relatives à notre élément H1. Et on va également appliquer innerHTML donc à l'information qui est renvoyée par getElementById et non pas à notre objet document bien évidemment. Cela correspond à faire deux opérations en une, alerte donc titre comme ceci. Donc ici j'aurais également pu écrire var titre égale document.getElementById et ensuite appliquer innerHTML sur le contenu de ma variable titre si je l'avais souhaité, mais ici je fais encore une fois deux opérations en une car je pense que maintenant vous avez le niveau pour comprendre ceci tout à fait. Donc on enregistre et on affiche immédiatement. Et donc ici vous voyez qu'on a bien découverte du DOM HTML qui s'affiche dans une boîte de dialogue. Et donc découverte du DOM HTML correspond à ceci. Donc on voit bien que innerHTML nous permet de récupérer ce qui se trouve à l'intérieur d'un élément HTML. Alors faites bien attention cependant car innerHTML va bien récupérer tout le contenu d'un élément HTML et pas seulement le texte contenu dans celui-ci. Donc par exemple si on applique maintenant innerHTML en ciblant notre paragraphe contenant un lien, la propriété va nous retourner tout le code du lien, donc va nous retourner finalement tout ce qui se trouve entre les balises ouvrantes et fermantes de l'élément P une nouvelle fois. Donc on peut le tester immédiatement. Donc pour cela on va plutôt cette fois-ci utiliser donc Query Selector. Donc ici on écrit Query Selector, donc on cible, par exemple on peut cibler les paragraphes qui contiennent notre classe para, car encore une fois, Query Selector envoie simplement le premier résultat, donc on va renvoyer les informations relatives à ce premier paragraphe ici. Et ensuite, donc, on peut alerter le résultat, donc on va changer le nom de notre variable, afin que ce soit plus cohérent. Donc ici, si on affiche le résultat, vous voyez, donc on a bien du texte et un lien, et on a bien le lien donc, qui apparaît en toutes lettres ici, donc le ahref, etc., etc., car encore une fois, donc innerHTML renvoie tout ce qui se trouve entre les balises ouvrantes et fermantes d'un élément. Donc si on souhaite ne récupérer que le contenu textuel présent à l'intérieur d'un élément, on préférera alors utiliser plutôt la propriété textContent plutôt que innerHTML, donc qui va se charger de ne récupérer que le texte qui se trouve à l'intérieur d'un élément. Donc on va tester cette méthode cette propriété immédiatement. Donc pour cela, on va créer une deuxième variable qu'on va appeler t par exemple. Donc on va récupérer le même début ici, puisqu'on cible le même paragraphe, et on va plutôt appliquer la propriété textContent cette fois-ci à l'information renvoyée par la méthode QuerySelector. Et donc on alerte contenu récupéré avec donc innerHTML, deux points, donc un retour à la ligne ici, comme ceci. Donc plus le contenu de notre variable P, plus cette fois-ci, donc on va mettre par exemple deux retours à la ligne, contenu récupéré
avec text content, deux points, un retour à la ligne, plus le contenu de notre variable t cette fois-ci. On enregistre et on affiche. Et donc vous voyez que en utilisant text content, on ne récupère bien que le texte qui est présent à l'intérieur d'un élément et non pas tout ce qui se trouve entre les balises ouvrantes et fermantes d'un élément comme c'était le cas avec inner HTML. Alors notez bien une nouvelle fois qu'on applique les propriétés inner HTML et text content sur des nœuds de type élément, c'est-à-dire sur le résultat envoyé par nos méthodes et non pas sur l'objet document en soi car cela n'aurait aucun sens. Et donc vous pouvez en déduire très facilement que inner HTML et text content sont des propriétés de l'objet element et non pas de l'objet document. Donc maintenant vous devez également savoir que le DOM nous offre la possibilité via certaines de ses propriétés d'accéder directement à un type ou à une collection d'éléments HTML en particulier. Donc par exemple on va pouvoir accéder à l'élément body grâce à la propriété du même nom ou un élément de type lien grâce à la propriété links. Donc nous allons voir trois propriétés qui me semblent utiles, les propriétés title, body et links qui appartiennent donc toutes à l'objet document. Alors notez que la propriété links va retourner tous les éléments area et a qui possèdent un attribut href dans un tableau. Donc on va illustrer immédiatement le fonctionnement de ces trois propriétés donc dès maintenant. Donc on conserve le début de notre page HTML et on va créer trois nouvelles variables. Donc une première variable qu'on va appeler titre de page par exemple, égale donc à document.title, puisqu'une nouvelle fois donc ces propriétés sont des propriétés de l'objet document, donc on les applique directement à l'objet document. Une deuxième variable page, donc document.body cette fois-ci, et une troisième variable lien, donc document.links avec un S, faites bien attention à cela. Et ensuite, on va alerter les résultats afin de bien voir ce qui se passe ici. Donc, contenu de titre page, deux points, donc plus le contenu de notre variable titre page, bien évidemment, plus à la ligne contenu de page, deux points, donc plus le contenu de notre variable page, et plus, donc pour finir, contenu de lien, deux points, plus le contenu de notre variable lien, comme ceci. On enregistre et on affiche. Donc vous voyez donc que la propriété title de l'objet document va récupérer donc le texte, le DOM HTML. Ensuite, donc la propriété body de l'objet document va nous renvoyer l'information suivante, donc object HTML body element. Et la propriété links de l'objet document va nous renvoyer également donc cette information object HTML collection. Donc ici, si on écrit par exemple à la place de lien donc 0 comme ceci, vous allez voir qu'on va cette fois-ci avoir plutôt donc le contenu de mon attribut href, puisque cette propriété links renvoie finalement un tableau, et donc en précisant un indice avec cette propriété, on accède aux différents contenus des attributs href qui sont stockés dans ce tableau. Et donc voilà tout pour ce chapitre où nous avons appris à accéder à des éléments HTML et au contenu des éléments HTML. Et dans le prochain chapitre, nous verrons cette fois-ci comment modifier du contenu HTML en JavaScript.